Bonjour et bienvenue à cette deuxième émission de 10 minutes pour convaincre. Alors cette fois-ci, on a le plaisir de recevoir Jean-Pierre Di Bartolomeo. Alors Jean-Pierre est le président du comité de direction d'une institution vénérable qui est la SOALFIN. Alors SOALFIN, c'est la Société Wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises. Et donc SOALFIN a joué un rôle extrêmement important durant cette crise. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Hamid. Merci d'être venu ici à ce studio pour le CERF de Wallonie. Alors justement, on a 10 minutes pour tenter non pas de convaincre, parce qu'on sait le rôle important que joue votre institution, mais en tout cas expliquer plus en profondeur ce que votre institution fait pour les entrepreneurs qui nous regardent en ce moment. Vous êtes prêts? Oui, bien Alors, sûr. top chrono. Alors, première question, Jean-Pierre. Je pense qu'une des bonnes manières pour vous, en tout cas, d'avoir mesuré malheureusement cette détresse de nos dirigeants, ceux qui nous regardent en ce moment à la télé, c'est votre fameux numéro 1890. Oui, le 1890, c'est le guichet unique des entrepreneurs en région Wallonne. Début mars, donc le 6 ou le 7 mars, on sent déjà la tension. On a des nouvelles qui viennent d'Italie. Et le ministre Borsu nous confie la mission que le 1890 va devenir le guichet Covid pour la région Wallonne. La suite, elle est simple. Le vendredi 13, on lockdown. Et le samedi matin, on ouvre le 1890 avec une quantité d'appels de 18 000 appels sur la journée. Ça, c'est le pic, c'est ça? Ça, c'est le pic, c'est de la folie. Et on ouvre toute la journée, on commence très tôt le matin, on commence à 7h30, on travaille jusqu'à 18h. Et on se rend compte à ce moment-là que l'entrepreneur est perdu. Il est perdu parce qu'il doit fermer, c'est du jamais vu. Et là, il y a un grand désespoir qu'on perçoit, et on perçoit beaucoup d'inquiétude, beaucoup de sentiments d'injustice et un besoin de réponse. Et donc, on se rend compte que le 1890 va monter en puissance. Le lendemain, rebelote, 7h30 du matin, on est sur le pont et submergé de coups de fil déjà. De nouveau, on a entre 15 et 16 000 appels. C'est lancé. À partir du lundi, on aura des appels qui seront en moyenne de 7 à 10 000 appels. Évidemment, on ne peut pas les prendre tous, c'est de la folie pure. On avait 50 personnes qui étaient à ce moment-là au téléphone chez eux parce qu'on avait évidemment confiné nos équipes et donc on a basculé sur le week-end tout le monde en home working. Donc vous voulez dire que vous avez dû engager des gens? Non, on avait les gens de la SOALFIN qui se sont formés pendant le week-end pour venir en assistance au 1890. Ça a été, en termes d'esprit d'équipe, c'est extraordinaire ce qu'on a vécu. Et on a eu vraiment un sentiment d'appartenance et de se rendre utile. C'est vraiment le message numéro 1 de l'équipe, c'est on se sent utile, on sert à quelque chose. Et pour avoir les chiffres, on a traité, donc quand je dis traiter, c'est prendre la personne, rester avec elle au téléphone, lui donner une information qui correspond à sa demande. On a traité 54 500 appels depuis le 13 mars jusqu'à vendredi de la semaine dernière. Ça, c'est rien que les appels que l'on a traités. Et sur notre site internet, on a eu 300 000 visiteurs. C'est énorme. C'est énorme. Ça, c'est la première vague. Alors, malheureusement, on est dans la deuxième vague. Vous avez le même sentiment ou bien ça s'est un petit peu calmé? Ça s'est un peu calmé parce que beaucoup plus de personnes vont voir le site maintenant parce qu'on les aidait aussi à parcourir le site. On a également formé pas mal de personnes à introduire les dossiers de demande de primes à la région Wallonne. On a expliqué comment fonctionnait le droit passerelle. On a eu quand même des mesures qui étaient quand même assez intéressantes pour l'entrepreneur puisque que ce soit le chômage temporaire, les reports, voire maintenant ça, ce sont justement, avec le recul, quelles ont été justement les questions qu'on vous a le plus fréquemment posées? La première question, c'était est-ce que je peux ouvrir ou pas? Ça, c'était très simple. Tout bêtement. Est-ce qu'on peut ouvrir? Je suis coiffeur, est-ce que je peux ouvrir? Ça, c'était la question du samedi et du dimanche. Ensuite, petit à petit, ça a évolué. Avec la première prime qui est sortie de la région, avec est-ce que je peux avoir ma prime, à quelles conditions, et d'autre part, est-ce que j'ai droit au droit passerelle? Comment je fais? Comment est-ce que je fais pour le chômage? Et donc, vous devez savoir qu'on avait d'étroites relations avec le fédéral, avec les organes régionaux, avec le Forum, avec l'UCM, avec qui on a vraiment tissé des relations très fortes pour avoir de l'info qualitative et pour pouvoir répondre aux questions des entrepreneurs. Et aujourd'hui, on a maintenant de nouveau des questions par rapport au confinement. Est-ce que je peux ouvrir? Est-ce que je ne peux pas ouvrir? On a des questions par rapport aux mesures, aux aides du fédéral et de la région. Mais on a encore, et ça c'est fantastique, on a encore depuis début septembre pas mal d'appels avec « je souhaiterais créer mon entreprise ». Et ça pour nous c'est l'espoir. C'est l'espoir, c'est la touche positive au 1890. C'est quand les personnes disent fin de journée « ah aujourd'hui j'en ai eu 2
qui veulent créer quand même leur boîte, et ça c'est bien. Et ça pour nous, c'est le rayon de soleil du 18-90. Alors ça c'est magnifique, c'est effectivement un message d'optimisme. Par contre, ce qui m'a étonné, assez bizarrement, c'est que les montants demandés par ces entrepreneurs, finalement, n'étaient pas très élevés. Comment ça se fait? Ce qu'on a observé chez l'entrepreneur wallon, et heureusement, et nous on trouve qu'ils ont bien fait, c'est dans un tout premier temps éteindre l'incendie en essayant tout d'abord d'obtenir le moratoire bancaire. Et on a vu que la Banque nationale et les banques ont trouvé un accord pour permettre le report d'échéance. Et ça, c'est un poumon. On leur dit, vous n'allez pas sortir de remboursement des crédits bancaires sur les investissements que vous avez jusqu'au 30 septembre. On a vu que ça a été prolongé jusqu'au 31 décembre. Je trouve que vu ce qui se passe aujourd'hui, ce serait bien que le gouvernement et les banques se mettent autour de la table pour envisager un report au moins jusqu'au 31 mars. C'est un message, un appel du pied. C'est important parce qu'il y a derrière des entrepreneurs, il y a des investissements, donc il y a quelque chose derrière. Je pense qu'on ne doit pas, venir remettre maintenant des charges là-dessus. La deuxième chose, par rapport à ces entrepreneurs, c'était de se dire, j'ai le chômage temporaire, donc je peux me protéger par rapport aux charges patronales, salariales, avec les reports d'échéance, salariales avec le chômage temporaire. On avait également pas mal de personnes qui ont diminué leurs coûts très fort en réduisant la voilure, avec l'arrêt ou pas de leurs activités. Et avec ça, on a vraiment eu une gestion du compte de résultat, puisqu'il y avait moins de chiffre d'affaires et qu'il y avait aussi moins de marge. Et donc, on a eu une gestion de compte de résultat qui a été pour moi assez forte et assez bien faite. Mais ce n'était parfois pas suffisant pour empêcher d'avoir une détérioration de la trésorerie des entreprises. Et donc, on a obtenu, après les moratoires, on a obtenu du gouvernement wallon la possibilité, une enveloppe pour octroyer de la trésorerie. Alors, comment est-ce qu'on l'a fait? On l'a fait avec des dispositifs très simples, très rapides, qui permettaient à l'entrepreneur d'obtenir une trésorerie. Rappelez-vous le pré ricochet. Oui. En 48 heures, l'argent était sur le compte de l'entrepreneur. Ça, c'est pour le cash. Ça, c'était pour le cash. Mais les patrons ont essayé de réduire ce montant le plus possible parce que c'est de la dette qu'il va falloir rembourser. Ils ne veulent pas s'endetter. Alors ça, justement, vous avez aidé tous ces entrepreneurs et merci encore au niveau de leur trésorerie, au niveau de la solvabilité. Puisqu'aujourd'hui, ce dont on parle, c'est plutôt de solvabilité. Vous avez fait quoi? Que faites-vous en ce moment? Donc, l'impact de la première vague a été un impact compte de résultat. On a des besoins de trésorerie, mais on a aussi observé une détérioration des fonds propres. On a observé cette détérioration. Et donc, comme les fonds propres sont en train de fondre avec les pertes qui remontent dans les fonds propres et qui viennent manger les fonds propres, gratter les fonds propres, Hamid, ce qui est pour nous important maintenant, c'est comment peut-on les reconstituer, voire anticiper la détérioration des prochains mois et peut-être venir mettre un buffer, un poumon, c'est vraiment le mot, un poumon, venir remettre des fonds propres dans l'entreprise. Et alors là, 3 grands axes. Le premier axe, c'est on reconstitue ce qui a été perdu. Deuxième axe, on en met un petit peu plus pour permettre à des entreprises qui ont des investissements en cours de les réaliser. Et troisième axe, il y a des entreprises qui restent des numéros 1, qui restent des leaders, qui restent des champions. Comment est-ce qu'on peut faire pour leur donner suffisamment de fonds propres pour qu'elles puissent faire un effet de levier et partir à l'assaut des marchés internationaux, voire d'acheter ou de racheter des entreprises à l'étranger. Et ça, c'est la formule gagnante pour nous, c'est de transformer cette période-ci en une période d'opportunité à l'achat à l'international. Alors, magnifique Jean-Pierre, il nous reste 2 minutes et encore pas mal de questions. Vous avez parlé tout à l'heure d'entreprises qui veulent malgré tout se lancer, enfin de gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais vous n'avez pas encore parlé de certaines entreprises qui, elles, en ont profité pour se réinventer. 3 cas de figure. Le cas de figure de l'entreprise qui se dit « mon entreprise pourrait aider la région en transformant ma production et répondre à la problématique Covid pour des masques, pour de la stérilisation d'appareillage et autres ». Donc ça, on en a vu en région wallonne. On a eu Dutra, on a eu G&Joy qui sont des entreprises textiles qui ont fait des masques. On a eu AMB EcoStérile qui a, avec l'ASEA, développé des techniques pour stériliser. Donc pour nous, ça c'est vraiment important. Donc ça, c'est un cas de figure. Deuxième cas de figure, c'est les gens qui ont changé de business model, comme dans l'Horeca par exemple, les restaurants qui ont dû fermer et qui ont fait des plats à emporter. Donc les gens qui changent de business model. Et le troisième la grande catégorie, ce sera ceux qui vont imaginer l'économie de demain et qui vont anticiper et qui vont se dire comment est-ce que je peux demain en fonction du nouveau modèle économique qui sera demain avec le télétravail accentué, prendre une part de marché. Alors Jean-Pierre, en 50 secondes,
Parlez-nous de ce programme de mentoring que vous venez de lancer. Alors ça, c'est peut-être aussi une lueur d'espoir pour l'économie wallonne. On a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui ont quelque chose à apporter à des jeunes entrepreneurs. Des entrepreneurs confirmés qui parlent à des entrepreneurs qui sont avec un gros potentiel. Comment peut-on faire? Le but, c'est de se dire, on va essayer de les faire matcher et on va essayer de les mettre ensemble de manière à prévoir au cours d'un programme de 18 mois un accompagnement, un soutien, mais surtout, le plus important, c'est de faire en sorte que le mentor puisse faire en sorte que le mentoré, donc le plus jeune entrepreneur, se fasse lui-même ses propres décisions sur base du soutien qu'il aura de l'entrepreneur confirmé. Et là, on est gagnant. Alors, Jean-Pierre, le mot de la fin, malgré la deuxième vague, malgré un éventuel reconfinement partiel, toujours optimiste? Oui, bien sûr. Et quand on voit la quantité de contacts qu'on a avec les entreprises au quotidien et la motivation qu'on a, on ne peut être qu'optimiste en région wallonne. Merci Jean-Pierre, merci pour votre temps et votre expertise. Et sans plus attendre, on retrouve le portrait de la semaine avec cette fois-ci la moutarderie Bister qui essaye de réintroduire la culture, alors pas dans le sens culturel, mais au sens agricole du terme, de la moutarde en Belgique.